La meilleure chose qui arrête les méchants est de concevoir quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Aujourd'hui, nous recevons Teresa Payton, l'une des plus grandes expertes nationales en transformation numérique sécurisée. Teresa, première femme directrice de l'information à la Maison-Blanche et actuelle président-directeur général de Fortalus Solutions, a dédié sa carrière à combattre la cybercriminalité et à conseiller les conseils d'administration, président-directeur général et cadres technologiques mondiaux. La fraude est inévitable. C'est une partie de la vie. Beaucoup de gens disent des choses. Eh bien, les humains sont le maillon le plus faible. Non, nous ne sommes pas votre technologie qui les a laissés tomber et quelqu'un en a profité. Lutter contre la criminalité ne devrait jamais être considéré comme un avantage concurrentiel. Si vous étudiez le profil des cybercriminels et des fraudeurs des États-nations, vous commencez à voir qu'ils ont un modèle de comment ils attaquent les différents maillons faibles de l'armure, si vous voulez. Nous sommes le maillon le plus faible de l'industrie de la sécurité. Parce que nous continuons à concevoir des processus et des technologies terribles autour de l'histoire de l'utilisateur humain. Nous devons être aussi créatifs que Steve Jobs l'était chez Apple dans notre réflexion sur les constructions de sécurité. Dans cet épisode, nous plongerons dans son parcours du secteur financier à l'avant-garde de la cybersécurité et les perspectives qu'elle a acquises en cours de route. Bienvenue sur le podcast Histoire de succès, présenté par Scott Sinclair. Teresa, je suis très excité. Merci d'être venue, j'apprécie votre temps. Là, je sais que c'était une semaine chargée pour vous, mais je suis ravi de faire ça. Évidemment, beaucoup du travail que vous avez fait est, je pense, très pertinent et dans l'esprit des gens en ce moment. Parlons de votre carrière politique et non politique, et de l'ensemble de votre parcours. Mais pour résumer votre carrière dans la cybersécurité, je pense qu'un mot très simple est révolutionnaire. Vous avez réalisé de nombreuses premières, ce qui est phénoménal. Vous avez non seulement réalisé des premières, mais vous l'avez fait de manière exceptionnelle. Parlez-moi peut-être d'un point d'inflexion dans votre vie et votre carrière. Cela pourrait être très jeune ou un peu plus âgé, qui a vraiment suscité un intérêt pour la technologie et la sécurité. Et vous savez, c'est drôle. Ce que je dirais, c'est qu'il reste encore du terrain à conquérir. Alors, si quelqu'un se sent exclu d'une opportunité de faire quelque chose de révolutionnaire, attendez simplement une semaine. Vous pourrez accomplir quelque chose de révolutionnaire. Donc, vous êtes toujours disponible pour réfléchir aux nouvelles choses qui arrivent. Mais vous savez, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je retourne à l'école secondaire sur ce point et je suis à l'école secondaire et j'ai dû changer d'école parce que mon papa était un marine de carrière et il a été affecté à Quantico. Et je fréquentais le lycée, qui est l'école du département de la défense qui se trouve aux États-Unis, base militaire. Et l'une des choses qu'ils exigeaient était que vous deviez suivre au moins un cours en informatique. Maintenant, si cela n'avait pas été requis, je ne sais pas si je l'aurais pris en option. Je me concentrais sur des choses comme le droit financier international que je voulais faire. C'est ce que je pensais que j'allais faire. Je pensais que je ferais de gros contrats commerciaux internationaux, irais à la fac de droit et me présenterais aux élections américaines, Sénat. Et donc, ce sont tous mes idéaux de lycée, de ce que je pourrais faire quand je serai diplômée du lycée. Et donc, je me dis, d'accord, je vais prendre le cours d'informatique, peu importe, et je vais me vieillir ici, mais au moins pour mon cours d'informatique. Nous étions sur des TRS 80 et donc, on nous a donné toutes ces différentes tâches de programmation à faire. Et j'ai réalisé que j'adorais ça, j'étais douée et je voulais en savoir plus, comme je voulais en savoir plus sur lui. Comme quoi, c'est incroyable cette idée que je pourrais recevoir un ensemble d'instructions d'un professeur et je pourrais créer quelque chose comme un logo Coca-Cola. Ne dites pas à Coca-Cola que j'ai dit ça, mais c'était l'un de nos programmes que nous devions faire. C'est comme essayer de recréer le logo Coca-Cola dans un programme informatique. À quoi cela ressemblerait-il? Et je sais que les personnes qui écoutent cela aujourd'hui et qui sont plus jeunes se demandent probablement de quoi elles parlent. En tout cas, je me suis dit, wow, j'aime vraiment ça et je suis douée. Alors, j'ai cherché plus d'opportunités. Et quand je suis allée à l'université, j'ai fait une double majeure. J'ai fait une majeure en économie. J'ai fait une autre majeure en administration des affaires. Puis, j'ai fait 2 certifications.
j'ai obtenu une certification en gestion des affaires et j'ai eu l'opportunité d'obtenir une certification en informatique. Et mon objectif était, je voulais toujours être employable. J'ai toujours voulu avoir un emploi. C'est pourquoi je me suis concentrée sur mes 4 années de licence. Je me demandais combien de diplômes et de certifications je pouvais obtenir. Et cela m'a mené à l'Université de Virginie, où j'ai obtenu mon master en sciences. J'ai reçu un appel de l'Université de Virginie. Durant ma dernière année, ils ont introduit un nouveau master en sciences. On l'appelle maintenant une technologie de gestion de l'information. Et ils n'ont pas eu beaucoup de femmes qui ont postulé. Et j'ai reçu un appel téléphonique de l'un des professeurs qui travaillait sur le recrutement de candidats pour ce tout nouveau programme. Sans cette classe obligatoire, je ne sais pas si j'aurais choisi de participer. J'aime à penser que j'aurais participé, mais je ne sais pas. J'aurais peut-être pris un cours d'art ou plus de cours de langue. Et puis, j'ai eu cette opportunité de me certifier en informatique à l'université. Lors de ma licence, je ne sais pas si j'aurais reçu cet appel de l'Université de Virginie. Et cela a vraiment mis les choses en mouvement pour comment j'ai fini par être inspirée pour résoudre des problèmes d'affaires en utilisant la technologie. Et puis en accélérant, mon mari a obtenu son diplôme de l'Académie navale. Mon premier tour de service après mon diplôme de l'Université de Virginie était à Mayport, en Floride. J'adore Jacksonville, en Floride. Cependant, ce n'était pas vraiment un foyer d'embauche importante dans la technologie lorsque j'ai obtenu mon diplôme de l'Université de Virginie. Je me suis dit, oh mon Dieu, l'économie n'était pas géniale. Et à l'époque, il fallait envoyer vos 105 par fax. Je sais que cela semble être l'âge de pierre, ou je devais l'envoyer par courrier. Et si j'obtenais une réponse, c'était un refus. Je ne pouvais pas trouver un emploi. Je postulais dans le centre commercial. Je pourrais faire du commerce car j'ai travaillé au lycée. Je travaillais à temps partiel à la Marine Corps Exchange, un centre commercial sur la base des Marines de Quantico. Je n'arrivais même pas à décrocher un poste d'assistant manager en magasin de chaussures, comme c'était vraiment un peu... Mais vous appreniez des choses qui étaient bien en avance sur leur temps. Eh bien, voici aussi la chose. J'étais une scout et je devais vendre des biscuits. Moi-même, comme mes parents, je n'aimais pas emmener mes affaires au travail et dire « acheter les biscuits de ma fille ». Ils disaient « si tu veux vendre les biscuits, tu vas de porte en porte, tu vends les biscuits toi-même et tu te promènes avec la boîte et tu les livres toi-même ». Et donc, je suis habituée à ce qu'on me claque la porte au nez. Je suis habituée au rejet et j'ai appris à ne pas le prendre personnellement. Et oui, et R comme je sais que les biscuits sont bons. Et je sais que je suis une bonne vendeuse, alors je vais juste aller à la porte suivante. Et je vais prendre les leçons apprises avec chaque porte qui me claque au nez. Donc, je suis assise là dans le laboratoire une nuit à l'Université de Virginie. Et heureusement, mon amie Sarah, elle me parlait, elle avait un lien avec la banque Barnett. Et elle a pu mettre mon 105 devant quelqu'un à la banque Barnett. Et c'est une longue histoire, mais c'est une histoire drôle. Et j'ai commencé à travailler à la banque Barnett. Et la banque Barnett a toujours été axée sur le service à la clientèle. Que faisons-nous pour améliorer l'expérience client? Que faisons-nous pour répondre à tous nos clients là où ils sont et vraiment financer leurs rêves? La banque Barnett a été rachetée par la Bank of America. Et c'était une période vraiment cool pour être dans la banque parce que nous réfléchissions vraiment à comment améliorer l'expérience du guichet automatique. Comment améliorons-nous l'expérience du canal téléphonique? Nous faisions de la banque en ligne via le numéroteur. Et donc, c'était vraiment génial parce que nous réfléchissions à... Il y a une expérience multicanal qui se passe pour nos clients. Comment facilitons-nous la tâche à nos employés pour les servir? Comment facilitons-nous la tâche aux clients s'ils commencent une transaction par téléphone et la terminent en agence? Comment cela fonctionne-t-il? Et nous parlons ici de 1990. J'ai travaillé pour certains des meilleurs et des plus brillants dans les services financiers. Et cela m'a vraiment inspiré à penser toujours à l'histoire de l'utilisateur humain. Et lorsque vous mettez en œuvre une technologie, comment empêchez-vous les fraudeurs et les criminels de s'interposer entre vous et votre client? Mais comment faites-vous également pour que la technologie soit quelque chose qu'ils veulent utiliser et qu'ils ne vous maudissent pas quand ils l'utilisent? Comme « Oh, vous savez, la banque vient de me conduire à ce moment. » Nous l'expérimentons tous aussi, je veux dire, nous le savons tous. Donc maintenant, vous êtes à la pointe de la technologie. C'est tellement intéressant parce que vous vivez à travers
et expérimentez et construisez des systèmes à la pointe de la technologie. Et lorsque vous construisez à la pointe de la technologie, vous construisez également à la pointe de la sécurité et de tous les acteurs malveillants qui peuvent essayer de profiter parce que vous le construisez et ils vont essayer de le briser. Donc, vous essayez de comprendre cela au fur et à mesure. Mais le problème que vous avez résolu, et j'ai en quelque sorte lu à travers, et vous en parlerez pour que le public puisse l'entendre de vous. Mais l'un des plus gros problèmes que la sécurité a, c'est qu'elle est sécurisée et ensuite ruine l'expérience client où elle n'est pas sécurisée et optimise pour l'expérience client. Donc c'est votre première sorte d'exposition à cela. Équilibre que vous devez naviguer. Exactement. Et malheureusement, la fraude est inévitable. C'est une partie de la vie, n'est-ce pas? Donc, le fait que certaines personnes essaient de gagner leur argent de manière malhonnête, c'est un fait de la vie. Et j'aimerais que nous puissions trouver un moyen de le faire disparaître, mais il sera toujours avec nous. Et il était avec nous avant que nous utilisions la technologie, mais il est certainement toujours là au sens physique, mais maintenant aussi au sens numérique. Et à certains égards, être un criminel en utilisant des moyens numériques est quelque peu plus facile car, si vous y pensez, ils deviennent très émotionnellement déconnectés des personnes sur lesquelles ils prédatent. Vous savez, c'est une chose de regarder quelqu'un dans les yeux et de le frauder. C'est une autre chose de ne jamais les voir et vous ne faites que jeter un filet à, vous savez, des milliers de personnes en espérant que vous en attrapez une vivante. Mais il y a un manque de connexion humaine dans la manière dont les crimes numériques sont menés et c'est dévastateur. Et donc, vous pouvez le faire à vitesse et à grande échelle. Et pour les criminels, il n'y a vraiment pas de sentiment de remords, car ils ne nous voient pas vraiment, vous et moi, comme des personnes. On n'a pas l'impression que vous êtes, on n'a pas l'impression que ça ne semble pas réel. Ce sont de vrais résultats et un véritable impact. On a l'impression de blesser un numéro à l'écran plutôt qu'une vraie personne. C'est la différence. Je vois ce que tu veux dire. C'est là que nous voyons des gens cibler les personnes âgées et des choses similaires, comme juste les crimes les plus horribles. Oh, et ils sont horribles. Et nous recevons des appels de stress. Et je ne peux pas vous dire, vous savez, j'aimerais un jour créer une organisation à but non lucratif pour aider les victimes parce que nous ne pouvons pas aider. Tout le monde ne peut pas se permettre notre aide. La plupart des gens ont donné, vous savez, des milliers, peut-être des centaines de milliers, dans certains cas des dizaines de milliers de leurs dollars durement gagnés à la mauvaise personne, parce qu'ils ont été dupés, les entreprises et les individus d'eux-mêmes, et nous recevons ces appels de détresse. Et cela me brise le cœur à chaque fois et vous savez, il y a tellement de culpabilisation et de honte des victimes. Et cela se produit aussi, et c'est l'un des rares crimes pour lesquels nous blâmons encore la victime comme bonjour. Nous avons parlé de ne pas cliquer sur des liens ou ouvrir des pièces jointes, et je n'aime pas ce discours. La sagesse conventionnelle, beaucoup de gens disent des choses comme « les humains sont le maillon faible ». Non, nous ne le sommes pas. Votre technologie les a laissés tomber et quelqu'un en a profité. Vous devriez penser à l'histoire de l'utilisateur humain, et si votre conception était excellente, vous pourriez réduire l'impact sur les humains, tout comme vous pensez à une voiture. Les voitures sont maintenant obligées d'avoir des ceintures de sécurité, des airbags. Elles doivent respecter des normes de sécurité minimales et ostensiblement, des accidents peuvent encore se produire et malheureusement, des vies sont perdues. Mais si vous regardez les statistiques, beaucoup plus de personnes peuvent survivre à des accidents de voiture de nos jours qu'auparavant grâce à toutes les fonctionnalités de sécurité améliorées. Et peut-être éventuellement à cause des nouvelles fonctionnalités de sécurité sur les voitures, les accidents sont évités. Vous avez moins d'angles morts et plus d'alertes vous disant de reculer, de ne pas avancer et de faire attention. Vous savez, il y a quelqu'un à votre droite. Toutes ces choses qui aident à rendre les gens plus en sécurité dans les voitures. Nous devons faire mieux pour l'histoire de l'utilisateur humain et la technologie. Alors parlez-moi de quand vous avez commencé dans la banque. Est-ce le rôle que... En quelque sorte, travaillez-vous dans la sécurité dans ce rôle et optimisez-vous les expériences utilisateurs ou pouvez-vous me guider à travers cette partie de votre carrière? Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'avions pas vraiment de
comme c'est le cas aujourd'hui avec un responsable de la sécurité de l'information bon marché. Vous savez, beaucoup de choses quand j'ai commencé dans la banque, la plupart des systèmes d'accès des clients allaient parler au mainframe en coulisses. Et voilà, ce qui est vieux redevient nouveau. Alors voilà, nous parlons de, vous savez, j'écoutais juste Oracle parler de comment ils vont construire des tonnes de centres de données. Ils vont construire des mini-centrales nucléaires parce qu'il n'y a pas assez d'énergie sur le réseau. Je pense, oh, wow, nous y revoilà. Mais donc, nous avions des cadres de sécurité qui se concentraient sur les systèmes, sur les points d'accès aux données, sur l'ordinateur central et les téléchargements et la gestion de cela. Nous ne réalisions pas notre chance d'avoir des choses très centralisées. Et puis, vous savez, en accélérant, alors que nous mettons de plus en plus l'activité de la banque entre les mains des appareils numériques des clients, tant dans le commerce, le marché intermédiaire, les petites entreprises et les consommateurs, c'est là que les fraudeurs ont vraiment commencé à améliorer leurs tactiques. Les fraudeurs faisaient et font toujours du blanchiment de chèques, de l'émission de chèques sans provision, de la fraude en personne, des références frauduleuses. Toutes ces choses persistent encore aujourd'hui. Et en plus de cela, vous avez maintenant ces transactions numériques qui se produisent entre les clients et leurs institutions financières, et les fraudeurs sont capables de jouer un rôle là-dedans. Donc pour moi, j'ai toujours eu la responsabilité des systèmes orientés clients. Et parce que j'avais cette responsabilité, j'avais la responsabilité de travailler avec nos partenaires en matière de fraude et de sécurité pour nous assurer que nous ne construisions pas quelque chose de telle manière à créer une charge excessive pour eux et pour le client. Donc vous dites que j'ai vraiment toujours eu la responsabilité de lutter contre les pertes dues à la fraude et de veiller à ce que la cybercriminalité ne se produise pas. Dans les années 90, on ne parlait pas de cybercriminalité, mais simplement de fraude. C'était simplement différents types de fraude. Et j'ai eu quelques périodes différentes où j'ai soutenu les départements de fraude. Donc, toute personne qui faisait des collections de pertes de fraude, des tableaux de bord de fraude, j'ai donc eu l'opportunité de les soutenir et d'avoir une sorte de vue d'ensemble, si vous voulez, du type de travail que font les unités de fraude pour vraiment sauver les clients d'être victimes de fraude ou pour comprendre ce qui s'est passé. Je ne peux pas seulement faire cela en privé et je ne peux lutter contre la fraude que dans l'industrie privée. Mais finalement, vous êtes tellement passionné par cela que vous le faites au plus haut niveau du gouvernement. Donc ce n'est pas juste, je ne pense pas quand quelqu'un déménage du privé au service public, c'est juste parce que c'est un bon travail. Je pense que vous devez avoir quelque chose d'incroyable. Passion pour cette chose parce que ce n'est pas facile de le faire dans le service public. Auparavant, j'étais Chief Information Security Officer d'une grande entreprise. Mais ce n'est pas un motif financier pour le déménagement ou quoi que ce soit du genre. Si quoi que ce soit, c'est probablement une rétrogradation, mais je vais laisser cela. Alors, quel était le moment où vous avez commencé à assumer des rôles et des responsabilités plus liés à la sécurité et au renseignement? Non, bien sûr. Donc vraiment le rôle de directeur de l'information à la Maison-Blanche, et à ce moment-là, il était incroyablement large. Donc cela incluait notre version des opérations de renseignement pour soutenir le bureau exécutif du président, tous les systèmes, y compris le bureau d'aide, et cela incluait également la sécurité de tous ces systèmes. Et vraiment, quel incroyable honneur d'avoir été appelé, de demander, d'être interviewé et d'être considéré, puis de se voir proposer le travail et de faire le travail est un incroyable honneur. J'aime mon pays, les États-Unis. J'ai toute une famille aux États-Unis, militaires et forces de l'ordre. Vous avez raison. Quand l'opportunité s'est présentée, c'était une énorme baisse de salaire après avoir travaillé dans les services financiers. Vous avez des actions, avez votre plan de rémunération. Et peut-être que je devrais. Mais c'est une réduction de salaire et c'est un travail difficile. Mais je suis très axée sur la mission et orientée vers la mission.
Et j'ai eu l'impression que, wow, nous avons tous ces hommes et ces femmes qui servent à l'étranger. Vous savez, c'est après le 11 septembre. Donc, c'est de 2006 à 2008. Et j'ai des membres de ma famille qui ont servi. Et c'est mon opportunité. C'est mon opportunité de servir à ma manière, avec les dons qui m'ont été donnés pour redonner à mon pays, qui a été si bon pour ma famille et si bon pour moi. Et pendant que j'étais là, c'est intéressant parce que je pensais vraiment avoir tout vu. Vous savez, après avoir travaillé dans les services financiers pendant 16 ans, vous avez vu à peu près tous les types d'escrocs. Vous avez entendu parler de criminels qui rampaient sur les toits et qui sont tombés à travers, et la sécurité était juste là. Je veux dire, vous avez des histoires folles, des antiques fous de criminels et d'escrocs. Donc, vous pensez à peu près tout savoir en ce qui concerne ce qui se passe là-bas. Et même en travaillant sur, vous savez, la lutte contre le blanchiment d'argent et connaître votre client, vous en voyez beaucoup. Et puis, j'ai assisté à mon premier briefing classifié, et j'ai commencé à apprendre le diverses capacités des adversaires des États-Unis. Et ça m'a juste changé. C'était comme si un interrupteur avait été actionné et je me suis dit que je ne pense pas que les gens comprennent la situation désespérée dans laquelle nous nous trouvons. Et je n'entends pas les gens parler de sécuriser l'histoire de l'utilisateur humain. J'entends les gens parler de ajouter plus de pare-feu, ajouter plus d'outils, suivre ce cadre. En suivant ce cadre, vous serez formidable. Ou si vous mettiez simplement en œuvre ces contrôles, cela arrête 80% de tout. Et c'était comme ça, cette conversation sur la sécurité. On n'a jamais parlé des humains du tout. C'était tout sur les outils et les produits et une seule vitre. Et je me dis, où est l'humain dans tout ça? C'est à ce moment que vous avez fait la transition vers la Maison-Blanche. Oui. Et donc, j'ai vraiment réfléchi longuement et sérieusement à ce sujet et j'ai été informée sur ce que l'adversaire préparait. Et j'ai dit à mon mari, parce que je faisais la navette chaque semaine et que j'avais de petits-enfants à la maison, et je lui ai dit, je crois que je sais ce que je vais faire pour le reste de ma carrière. Et je ne pense pas que je vais revenir et être simplement une directrice des systèmes d'information. Je dois me concentrer sur les histoires d'utilisateurs humains et la transformation numérique sécurisée. Je dois m'assurer que nous parlons de, vous savez, ne rien révéler de classifié, bien sûr, mais que nous devons parler de ces risques qui arrivent et vraiment d'une manière plus organique, authentique, être concentré sur la cybersécurité. J'ai donc commencé à passer des entretiens d'embauche quand il était temps de quitter la Maison-Blanche. Et j'étais enceinte de 7 mois de ma petite fille, et personne ne parlait de cybersécurité de cette façon. Le discours était trop centré sur le produit, comme une solution imposée, tel un marteau cherchant un clou. Je suis une scie cherchant une planche. Et mon mari m'a encouragée à lancer ma boîte. Il a dit, pourquoi ne le fais-tu pas à ta façon? Il a suggéré qu'une fois le bébé plus grand, si personne ne veut t'embaucher, tu pourrais dire que tu as fait du conseil indépendant et que tu reviens maintenant dans le monde de l'entreprise. Et tu sais, c'était 2009. Et nous voilà, J'adore ça, c'est fascinant. Donc, vous avez eu l'impression de passer du privé, vous avez vu toutes sortes de fraudes financières et autres dans le privé. Évidemment, c'était comme un moment d'éclaircissement, faute d'un meilleur terme, lorsque vous êtes entré à la Maison-Blanche. Et puis, vous avez vu ce qui est une véritable menace. Ce ne sont pas seulement des gens qui essaient de gagner de l'argent. Ce sont probablement maintenant des nations souveraines qui essaient d'attaquer les États-Unis et autres. Donc, c'est un tout autre niveau. Mais vous aviez toujours l'impression, en privé et en public, que l'accent était toujours mis sur les outils, pas sur les personnes. Et vous avez mentionné l'histoire humaine. Vous avez mentionné cela plusieurs fois. Et je veux comprendre ce que c'est. Je suis curieux. Peut-être peindre une image pour les personnes qui ne sont pas dans la technologie et la cybersécurité, vous ne connaissez pas vraiment ce monde. Quel est le problème à se concentrer sur les outils en tant que directeur des systèmes d'information? J'ai dit Chief Information Security Officer avant. C'était une erreur de langage. CIO. Ouais. Ces titres changent tout le temps. Je dis toujours aux gens de m'appeler simplement Teresa. Le titre est Teresa. Je bosse dans la tech. C'est pas mal. Non, c'est bien. Donc le point est, je veux dire, alors quel est l'élément manquant? Et aussi,
Quel est l'élément manquant lorsque l'on n'inclut pas l'histoire humaine qui est essentielle pour comprendre où en était le monde, non seulement dans le secteur privé, mais aussi dans le service public et le gouvernement? Et alors, quel est le problème avec ça? Quelle est l'opportunité pour un acteur malveillant si vous n'incluez pas l'histoire humaine dans votre analyse des menaces de cybersécurité, peu importe comment vous voulez l'appeler? D'accord. Alors, je vais vous donner, ce sera un peu un exemple simple. Alors, mes amis plus techniques diront, eh bien, c'est pourquoi vous faites ces autres choses. Mais commençons simplement par des mots de passe forts. Les aimez-vous? Je les déteste. Personne à part la sécurité n'aime les mots de passe forts. Personne ne les aime. Mais nous devons tous les utiliser, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas utiliser le mot de passe 123 456. Il est donc temps de prendre sa retraite. Quelqu'un écoute? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui aime ça, mais c'était une idée qui a été développée avec le temps, parce que les gens disaient, eh bien, il est vraiment facile de deviner votre mot de passe. Donc, si nous le rendons long et nous exigeons des caractères spéciaux et nous exigeons des majuscules et des minuscules, et nous vous demandons de le changer tous les 90 jours, et vous n'êtes pas autorisé à avoir une version des 10 derniers que vous aviez. Et maintenant, nous devons faire des réponses et des questions secrètes et toutes ces choses. Et personne n'aime ça. Alors, que font beaucoup de gens pour contourner cela? Parce qu'ils ne peuvent pas tous les retenir. Ils les écrivent sur des post-it. Ils ont un fichier nommé mots de passe sur leur ordinateur portable. Quoi qu'ils fassent, nous essayons simplement de vivre notre vie. Et donc, c'est un exemple où il n'y avait aucune conception centrée sur l'homme là-bas. Vous savez quoi? Nous le rendons simplement identifiant utilisateur et mots de passe. Oh mince. Les pirates continuent de deviner les mots de passe complexes et très longs. Passons maintenant à l'étape d'authentification à 2 facteurs. Aimez-vous l'authentification à 2 facteurs? Ce n'est pas aussi mauvais que les mots de passe, mais c'est quand même un peu agaçant parfois. Aujourd'hui, il est essentiel d'avoir un mot de passe fort et de se souvenir du code reçu ou de scanner quelque chose pour s'authentifier. Le système c'est tout différent. Et donc maintenant, vous devez faire cela. Ce sont des choses importantes que nous avons mises en place, et je ne dis pas de ne pas faire de mots de passe fort et de ne pas faire d'authentification à 2 facteurs. Mais une fois de plus, il ne se souciait guère de l'histoire de l'utilisateur. Ou savez-vous ce qu'ils pensent à l'histoire de l'utilisateur humain toute la journée? Les cybercriminels et les fraudeurs. Ils connaissent mieux que vous et moi nos processus d'entreprise. Ils savent mieux que vous et moi comment notre cœur va s'accélérer, comment notre pouls va changer et comment nous allons réagir lorsque nous recevons un appel téléphonique urgent. Ils connaissent simplement la nature humaine. Ils étudient les histoires d'utilisateurs humains. Ils savent qu'il y aura un mot de passe fort. Ils savent qu'il y aura un code d'authentification à 2 facteurs. Alors, que font-ils? Ils trompent les gens pour qu'ils les donnent. Et c'est une ingénierie sociale très convaincante. Donc, chaque fois que nous ajoutons une couche de tout ce que c'est une autre chose pour les cybercriminels et les fraudeurs à simplement comprendre et nous tromper pour que nous la donnions. Et ensuite, l'industrie de la sécurité dit que c'est pourquoi les humains sont le maillon le plus faible. Et je suis comme, non, nous sommes le maillon le plus faible de l'industrie de la sécurité parce que nous continuons à concevoir des processus et des technologies terribles autour de l'histoire de l'utilisateur humain. Ça devrait être sans couture, ça devrait être élégant, ça devrait être simple et basé sur des informations personnelles connues uniquement de nous, pas des cybercriminels ou des escrocs. Et nous devons constamment repenser la façon dont nous faisons nos conceptions. Nous devons être aussi créatifs que Steve Jobs l'était chez Apple dans notre réflexion sur les constructions de sécurité. Il nous faut donc changer notre façon de penser. Et cela doit débuter par l'histoire de cet utilisateur. Ignorer cela à nos risques et périls, car chaque fois que nous ajoutons une autre couche de complexité sur les épaules de l'utilisateur, les cybercriminels et les fraudeurs le découvrent et ils s'interposent entre nous, les systèmes et la sécurité. Avez-vous l'impression qu'il y a un exemple? Et j'ai une pensée, je trouve généralement, c'est mon opinion personnelle, le gouvernement n'est pas en tête en termes de technologie de pointe. Je trouve que pour beaucoup de technologies, je trouve que c'est l'industrie privée. Maintenant, je ne sais pas pour la sécurité parce que je n'ai pas d'autorisation
et je n'ai jamais travaillé dans ce rôle particulier. Mais bien sûr, la sécurité du gouvernement est exceptionnelle, mais je ne crois pas qu'ils aient jamais mené la voie. Et peut-être que je me trompe, et cela m'intrigue. Mais quand vous regardez ce que vous avez fait pour travailler à la Maison-Blanche, pensez-vous que certaines des choses que peut-être le gouvernement, la Maison-Blanche fait, nous devrions incorporer? Ou pensez-vous que c'est le contraire? Pensez-vous qu'il devrait commencer à incorporer peut-être ou embaucher plus de personnes de l'extérieur et de l'industrie privée qui sont plus innovantes? Ou l'innovation est-elle là? Et c'est juste un processus très bureaucratique. Donc je suis curieux de la dynamique de l'innovation à la Maison-Blanche. J'ai une question à te poser en complément. Je suis très curieux, mais je n'aime pas poser des questions à deux volets. D'accord, nous parlons d'innovation à la Maison-Blanche, mais le sujet principal est l'histoire humaine. Si la Maison-Blanche le fait bien, si le secteur privé le fait bien, ou s'il y a un exemple de quelqu'un qui le fait bien, alors nous pouvons en quelque sorte comprendre à quoi ressemble une bonne sécurité. Nous pouvons commencer par l'innovation à la Maison-Blanche. Je pense que c'est fascinant. Ouais, je dirais que je ai probablement eu plus de chance que la plupart à la Maison-Blanche. Parce que ce n'est ni un département, ni une agence. Les processus d'approbation sont très minces au bureau exécutif du président, certainement là où personne ne va gaspiller l'argent des contribuables. Il y a des processus en place pour s'assurer que rien n'est gaspillé. Mais en ce qui concerne l'obtention de l'approbation, je m'assierais avec le personnel senior. J'ai, vous savez, travaillé très dur pour gagner leur confiance et montrer que nous, l'équipe, allions accomplir et tenir nos promesses. Et cela nous a toujours bien servi lorsque j'avais une demande pour quelque chose d'innovant ou de nouveau. Je venais et présentais mon argumentaire commercial et je recevais beaucoup de questions, mais j'avais un énorme soutien de la part du personnel senior pour accomplir ce qui devait être fait. Donc, je ne suis pas sûre que tout le monde ait ce niveau de soutien et de conscience autour d'eux avec leur équipe de direction, mais j'ai l'impression que c'était le cas pour moi. Lorsque je leur propose différentes choses, tant que je peux présenter l'argumentaire commercial, montrer la valeur et que j'avais le budget ou pouvais le trouver, nous pouvions le faire. Mais aussi, autre chose que je dirais est le secteur privé et le gouvernement, différents secteurs se surpassent les uns les autres en matière d'innovation et de créativité. Et beaucoup de gens parlent de la nécessité d'une plus grande coopération entre les secteurs publics et privés. Nous avons besoin d'une plus grande part du secteur public-privé. Comme cela ressemble au Saint Graal, et je suis un grand fan de Monty Python, et je me sens souvent comme à la fin du film. Je suis genre... Attends. Où est-ce? Pourquoi tout le monde part? Je cherche le Saint Graal, mais il n'existe pas de façon parfaite de faire un partenariat public-privé. Ce n'est pas très évolutif de le faire au niveau du réseau humain, mais c'est un bon point de départ. Et donc, si nous pouvons trouver ces lieux sûrs pour innover et partager des informations, il se passe de grandes choses. Par exemple, je viens d'être au Brésil et j'ai visité une entreprise de technologie contre la fraude appelée Unico et visité différentes banques et entreprises fintech. Et ils déploient cette nouvelle technologie vraiment cool autour de la preuve de vie pour s'assurer que vous n'êtes pas réellement victime d'une fraude par un deepfake qui est une représentation de moi, par exemple, ou une représentation de vous. Sur Zoom, comment être sûr que c'est vraiment moi et pas mon avatar? Comme si j'aurais pu créer un avatar pour passer du temps avec vous, mais c'est authentiquement moi. Et je sais que c'est authentiquement vous, mais c'est être capable, dans ces transactions à haut risque ou ces transactions de mouvement d'argent important, de prouver la fraude. Et nous avons eu des conversations sur le partage d'informations et le gouvernement et la fintech et en quelque sorte cette nature ouverte et collaborative de... La lutte contre la criminalité ne doit jamais être vue comme un avantage concurrentiel. Vous devriez exploiter ces actifs intellectuels. Comment aidons-nous tout le monde à faire un meilleur travail dans la lutte contre la criminalité? C'est bénéfique pour les consommateurs et le gouvernement. C'est bon pour les affaires. Et vous savez juste voir ce partage d'informations qui se passait pendant que j'étais au Brésil pendant 3 jours était assez incroyable. Et vous devez avoir ce partage, comme vous voyez, c'est vertical. L'une a du mal et l'autre se porte très bien. Être capable de partager l'innovation est crucial. Donc, plus nous pouvons établir de cadres
à la fois nationaux et internationaux, autour de la véritable innovation et du partage d'informations sous les règles de Chatham House. Vous savez, un forum qui améliore les choses ne va que nous aider à résoudre ces problèmes. Et l'industrie bancaire le fait. Ils ont une alliance contre la fraude, ils ont une alliance pour la cybersécurité et ils partagent, et vous savez, ils démantèlent ensemble des réseaux de fraude, ils partagent des choses et ne voient pas cela comme, vous savez, un avantage concurrentiel à retenir l'information. Alors ils partagent. Comment pouvons-nous reproduire ce modèle dans tous les secteurs industriels? Je suis d'accord, c'est probablement la meilleure façon d'avancer. Quand vous parlez de la prévention optimale de la fraude et de la sécurité, je me demandais qui est en tête en ce moment? Le gouvernement? Est-ce privé? Et ensuite, à quoi ressemble la position de leader? Qui le fait de la manière dont vous voudriez que cela soit fait? J'ai sans aucun doute une tendresse dans mon cœur pour l'industrie des services financiers. J'y ai passé 16 ans. Mais si vous y pensez, l'industrie financière est en tête dans beaucoup de choses. Pourquoi? Ils ont l'argent. Vous savez où vont les banques. Ils vont là où se trouve l'argent. Et ils cherchent ces opportunités pour attaquer les banques, attaquer les clients des banques, attaquer les fournisseurs des banques, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'argent qui circule et ils espèrent que s'ils pouvaient juste, vous savez, être une microtransaction d'agent dans la mer des macrotransactions, peut-être qu'ils s'en sortiront. Et donc, je vois bien l'industrie des services financiers mener la voie à la fois, vous savez, en matière de mesures anti-fraude et anti-cybercriminalité. Mais il y a aussi beaucoup de bon travail qui est fait, par exemple, dans le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie envisage des scénarios comme une coupure d'approvisionnement en électricité. Ce serait terrible. Et si quelqu'un mal intentionné coupait l'électricité, détruisait un barrage, une centrale nucléaire, des panneaux solaires, des éoliennes, coupait l'électricité. Et donc, il y a une quantité incroyable d'innovation et de travail formidable qui se déroule dans chaque secteur vertical. Et c'est juste difficile de extraire cela et de le partager à travers les secteurs verticaux et en aller-retour avec le gouvernement. Et juste, tu as rencontré encore une fois, comme l'expérience humaine que nous essayons de corriger, parce que j'ai eu d'autres experts en sécurité sur ce spectacle avant, et ils parlent de l'humain comme le problème humain et les attaques de phishing. Et tu viens de mentionner quelque chose de très intéressant comme tout le monde déteste ces mots de passe super complexes, mais nous savons que nous devons les faire, et tout le monde trouve que la double authentification est ennuyeuse, mais nous devons le faire. Et je suppose que tu sais, tu as ton authentification Google qui semble bien fonctionner, et je déteste personnellement faire comme double authentification par Short Message Service, non pas pour des raisons de changement de subscriber, identity module, mais surtout parce que parfois je ne reçois pas de Short Message Service. C'est une véritable galère qui semble demander énormément d'efforts. Et encore une fois, si je reçois un appel téléphonique de la part d'un IA qui dit « c'est ton frère » et ça sonne comme... Il dit avoir été arrêté, ce qui me stresse. Et j'ai entendu des histoires de ce genre de fraude. Cela vous touche profondément, vous vous sentez stressé et vous voulez aider la personne en envoyant l'argent par virement ou autre moyen. Je veux dire, il y a 1 million de types différents de fraudes que je n'ai pas été victime, mais des gens ont essayé de me cibler pour diverses raisons. J'ai reçu des emails falsifiés d'employés demandant à modifier leurs coordonnées bancaires. Tout un tas de choses différentes, n'est-ce pas? Cependant, vous avez dit que vous aviez raison. Ainsi, l'escroc comprendra qu'il y a un mot de passe complexe. Ils vont comprendre qu'il y a 2FA et ils vont simplement ajouter un composant humain et ils vont essayer de vous tromper en vous faisant faire quelque chose. Et la réponse n'est pas de blâmer l'humain, mais alors comment résoudre cela? Parce que les humains sont des humains et ils auront toujours une réaction émotionnelle à ces ingénieries sociales qu'un escroc va mettre en place. Absolument. Donc, l'un des principes que j'ai, c'est que si vous étudiez le profil des cybercriminels et des escrocs des États-nations, vous commencez à voir qu'ils ont un modèle de comment ils attaquent les différentes failles dans l'armure, si vous voulez. Et donc, parfois, vous savez, vous voulez faire les bases. En somme, vous devez avoir de bonnes pratiques d'hygiène numérique,
investir dans les bons outils et mettre en place des processus efficaces. Mais vraiment, souvent, la meilleure chose qui arrête les méchants, c'est de concevoir quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Donc, par exemple, avoir une phrase secrète qui n'est pas facilement devinable. Donc, si vous êtes sûr, mais vous savez, il y a eu une récente fraude par virement bancaire où l'employé une partie de leur protocole et que vous participez à une vidéoconférence avec le directeur financier ou le chef de la direction ou quelqu'un d'autre et vous avez une preuve de vie. Et l'employé était en vidéoconférence et on lui a dit de faire le virement bancaire. Il a fait le virement bancaire. Si une partie du protocole disait « c'est bien de devoir », quelle est la phrase secrète? Et la phrase secrète était quelque chose de ridicule que personne d'autre ne saurait. Ouais. Alors, vous auriez probablement eu quelqu'un qui raccroche. Ouais. Aurait empêché cela de se produire. Vous pouvez utiliser cela dans votre vie personnelle. Donc, vous mentionniez comme le genre d'enlèvement virtuel. Oui, je ne sais pas pour vous, mais comme j'ai grandi, ma sœur et moi, mon père, jouaient un petit jeu avec nous. Quand nous entrions dans une salle de restaurant, où que ce soit, je ne disais pas d'accord. Sans tourner la tête, où sont les portes de sortie? Où vous cacherez-vous? Si quelque chose de mauvais se passe, quelle sera votre arme? Avez-vous grandi et joué à ce jeu? Oui, exactement. Mon père, canadien, était dans la Gendarmerie royale du Canada avant de passer au Service canadien du renseignement de sécurité. Il était donc toujours proche du Service canadien du renseignement de sécurité, le Service de renseignement de sécurité canadien. Donc oui, il était très conscient. Vous avez eu une enfance similaire. Et puis cela est simplement devenu un automatisme pour vous. Même aujourd'hui, je peux entrer dans une pièce et savoir où tout se trouve sans vraiment regarder. Lors d'une conférence dans un endroit immense où je n'étais jamais allé, l'alarme incendie s'est déclenchée. J'ai dit à tout le monde de me suivre jusqu'à la sortie de secours. En quittant la scène, tout le monde m'a suivi, surpris de n'avoir jamais vu quelqu'un faire ça. Mon père m'a formé à avoir cette phrase secrète. Jouez à ce jeu en famille pour connaître les issues de secours. C'est vraiment important. Beaucoup de gens sous-estiment vraiment cela. C'est pareil avec le mot de passe. Donc, je vais dans la cuisine avant le dîner et demande si quelqu'un connaît le mot de passe. Si tu m'appelles pour me dire que tu es en prison ou que quelqu'un t'a attrapé, je ne viendrai pas te secourir. Genre, tu dois me donner le mot de passe. C'est donc un principe applicable aussi dans votre vie privée. Et encore, chacune de ces choses est généralement juste. Étudier quel est notre processus, comment les criminels et les fraudeurs essaieront de s'interposer dans le processus et comment faisons-nous quelque chose de totalement inattendu. C'est vraiment ça. Il s'agit de supprimer la routine de notre activité, de notre quotidien, afin qu'elle ne puisse pas être devinée. C'est vraiment ça. Quelque chose qui ne peut jamais être le pirate, le fraudeur. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse jamais savoir cela. C'est l'objectif, c'est vraiment l'objectif. Et le rendre simple. Pas un mot de passe fort. Parce que le but est que cela n'a vraiment pas d'importance. Quel est le mot? C'est juste qu'il est là, c'est vraiment le but. Je veux vous poser d'autres questions sur une partie de votre temps à la Maison-Blanche parce que je trouve cela fascinant. Et bien sûr, vous parlez de ce dont vous pouvez parler et ne vous mettez pas en difficulté. Mais je suis curieux de savoir, lorsque vous entrez à la Maison-Blanche, vous dites que le grand public n'est pas vraiment conscient des menaces qui se déroulent. Alors, quelles sont certaines choses que le public devrait savoir, dont ils sont plutôt inconscients, comme ce qui arrive aux États-Unis? Pourquoi sommes-nous en difficulté? Je pense que vous avez mentionné à un moment donné, ce n'est pas des licornes et des arcs-en-ciel quand il s'agit de cybersécurité. Et les gens savent que d'autres nations existent et ils comprennent que la Chine existe et l'Iran existe et la Russie existe dans une certaine mesure. Mais peut-être un peu plus clair sur ce qui se passe réellement, que nous n'avons aucune idée ou que nous ne prêtons pas attention. Ouais, eh bien, je veux dire, par exemple, les cybercriminels, en particulier les États-nations, et ensuite les personnes qui sont vaguement affiliées, car pour l'enregistrement, la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord disent qu'ils n'ont pas d'opérateurs d'État-nation qui piratent l'infrastructure américaine. C'est ce qu'ils disent. Donc, je vais juste donner cette décharge de responsabilité de leur part.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont d'abord principalement concentrés sur ce qu'on appelle la base industrielle de défense. Ils attaqueraient le gouvernement et les États-Unis. Militaires, départements et agences, Maison-Blanche. Ensuite, ils s'en prendraient aux fournisseurs. Vous savez, les grands fournisseurs qui fournissent des avions ou des armes ou quoi que ce soit d'autre au gouvernement. Mais ensuite, ils ont réalisé qu'il pourrait manquer des opportunités financières. Peut-être que nous devrions voler, je ne sais pas, de la propriété intellectuelle, des secrets commerciaux, puis les rétroconcevoir et fabriquer nos propres produits et concurrencer les États-Unis, vous savez, pour équilibrer les choses. Nous allons voler leur Air et 5 sans sauter le processus, puis le rétroconcevoir et le produire ici. La Chine excelle particulièrement dans ce domaine. Et donc, c'était quelque chose qui m'a vraiment ouvert les yeux à ce moment-là parce que ce n'était pas vraiment discuté. Et si des entreprises étaient victimes de cela à l'époque, elles n'en parlaient pas parce qu'elles craignaient que leurs concurrents en profitent. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous savez qui a été un grand moment de réalisation pour moi. Vous savez, beaucoup ne réalisent peut-être pas cela. Je suis sûre que la plupart des gens supposent que les attaques contre la Maison-Blanche sont constantes. C'est un barrage constant, et c'est correct. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris, par exemple, parce que nous avons whitehouse.gov et whitehouse.gov n'est connecté à rien. Comme, il n'y a pas comme, hey, le briefing secret du président est juste derrière whitehouse.gov. Comme, c'est vraiment juste censé être une sorte de voici où se trouvent les ordres exécutifs. Et comme, hey, regardez les chiens du président Bush, Barney et Miss Beasley, et regardez Barney courir autour de la Maison-Blanche. Une des vidéos préférées de mes enfants était Barney à Noël, regardant les choses se décorer et courir avec une petite caméra Barney allumée. Probablement que le foyer Peyton était le plus grand consommateur de la vidéo de Barney, mais je suis le chien du président. Et c'est vraiment fait pour ça. Mais pour une raison quelconque, s'il y avait comme un chef d'État en visite d'un autre pays qui avait un différend avec quelqu'un d'autre ou différentes choses qui se passaient, nous serions parfois, selon nos fournisseurs et routeurs et notre propre surveillance, le site web le plus attaqué au monde certains jours. Si le site web tombe en panne maintenant, c'est terriblement embarrassant. Mais le site web n'est pas l'endroit où les gens obtiennent de l'argent. Et le site web n'est pas connecté à des systèmes classifiés ou quoi que ce soit du genre. Mais pour une raison quelconque, c'était une sorte de représentation numérique, une face publique, si vous voulez, de la Maison-Blanche. Donc une page vitale à ne pas se faire usurper et défigurer, ce qui était très courant à cette époque. Prenons le contrôle de la page web de ce département et de cette agence et mettons, vous savez, vive l'Iran ou quelque chose du genre. Donc ce sont, vous savez, quelques-unes des choses, un peu d'un jeu interne sans trop en dévoiler. Vous savez, les types de choses auxquelles vous devez penser et traiter qui façonnent ma réflexion lorsque je travaille avec des entreprises et des personnes aujourd'hui. C'est intéressant. En fait, j'ai eu quelques personnes qui ont parlé de cela. Mais Dimitri Alperovitch, qui a parlé de... Oui, donc il a parlé de certains des travaux qu'il a réalisés avec Google et McAfee lorsqu'il a réalisé que les États-nations ciblaient réellement les États-Unis. Je pense que c'était... Je ne me souviens plus du nom de... Il y avait comme une instance, et je suis en train de l'oublier maintenant. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Donc c'est juste c'est très intéressant ce que... Comment nous sommes constamment bombardés. Et je ne sais pas si tout le monde y pense vraiment, que c'est comme une chose quotidienne. Je pense que la plupart des gens pensent qu'il y aura des attaques intermittentes, pas seulement des attaques constantes. Juste un peu, c'est un peu stressant quand on pense à son rôle et à ce qu'on a dû en quelque sorte gérer. Et donc, il y a toujours ces attaques qui se produisent, qu'elles soient sur whitehouse.gov, qui sont évidemment celles qui pourraient être embarrassantes, ou celles qui sont plus sérieuses, qui visent des systèmes réellement critiques pour la mission, comme vous l'avez mentionné. Mais y a-t-il dans votre esprit une préoccupation, car nous parlons toujours de guerre nucléaire et de la préoccupation concernant la guerre nucléaire? Êtes-vous tout aussi préoccupé par une version de guerre nucléaire d'une attaque cybernétique ou d'une guerre cybernétique? Absolument.
La question serait, pourquoi voudrait-il le faire? Donc, vous devez toujours y penser. Motif, opportunité, et ensuite sont-ils préparés pour les répercussions? Et quand je pense au chaos qui peut être créé par un État-nation ou un syndicat de cybercriminels, cela peut être assez significatif. Et cela ne doit pas seulement concerner les systèmes auxquels nous pensons, cela peut aussi concerner l'espace. Une grande partie de notre connectivité Internet dépend de l'espace. Il est crucial de protéger non seulement les câbles sous-marins, mais aussi d'autres infrastructures. Donc, vous avez plusieurs couches de niveau d'opportunité pour que l'infrastructure soit impactée, mais en même temps, il y a plusieurs couches de connectivité et de numérique. Il serait difficile de toutes les attaquer. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais il faudrait avoir une attaque assez bien orchestrée pour s'en prendre aux câbles sous-marins, aux satellites et aux câbles à large bande pour éliminer tout Internet. Mais la question est, est-ce qu'un État-nation qui décide de jouer le jeu à long terme, vous savez, pourrait envisager des opportunités comme celle-là? Donc, pour moi, je pense à la guerre dans le sens de, vous savez, venant d'une famille militaire, il y a la terre, l'air et la mer. Il existe le domaine numérique et l'espace. Je pense que si vous savez, vous pensez à ce qui est le plus alarmant, opportunité de cybersécurité, vous pensez à Internet, évidemment, c'est la connectivité. Vous pensez à un réseau électrique, comme vous l'avez mentionné auparavant, vous pourriez aussi penser à des lancements nucléaires comme une potentielle opéra, pas une opportunité, mais quelque chose, une cible, excusez-moi, mais je veux dire évidemment, les systèmes et protections dans toutes ces circonstances sont si étendus. Qu'est-ce qui serait, selon vous, en dehors de l'espace, une autre cible pour des acteurs malveillants à laquelle nous allons devoir prêter plus d'attention à l'avenir? Exploiter l'informatique quantique pour briser tous nos chiffrements. À quelle distance sommes-nous de cela? C'est une course. Et nous ne le saurons pas avant de savoir qui gagne. C'est très effrayant parce qu'ils ont déjà l'informatique quantique. Oui, ce n'est pas encore disponible commercialement. Et il y a des gens vraiment intelligents qui travaillent sur le chiffrement post-informatique quantique. Et pour les profanes, voici ce que je veux que vous reteniez sur l'informatique quantique. L'informatique d'aujourd'hui, malgré son apparence cool et sexy, comme l'application mobile que vous utilisez, n'est que des 1 et des 0 sur un ordinateur. Donc, tout n'est que des 1 et des 0. Et avec les ordinateurs d'aujourd'hui, je peux ajouter plus de mémoire, je peux ajouter plus de stockage. Vous pouvez, en quelque sorte, ajuster la programmation pour tirer parti de tout ce qui est là. Mais en fin de compte, vous basculez des 1 et des 0 pour faire fonctionner le programme. L'informatique quantique est une informatique sans état. Donc, rien n'est binaire. Ça, il n'y a pas d'alternance entre 0 et 1. Donc, vous pouvez avoir une instruction qui sort, et au lieu d'être un ensemble linéaire d'instructions à travers plusieurs mémoires, mémoire logicielle, mémoire matérielle et espace disque, etc., l'informatique quantique est sans état. Donc, vous pouvez traiter des instructions mathématiques et gérer des calculs mathématiques à une vitesse et à une échelle que nous n'avons jamais vues auparavant. Et actuellement, il y a un peu d'informatique quantique, mais l'échelle de la puissance dont elle a besoin pour le refroidissement, l'électricité, la puissance de traitement, nous en sommes encore à nos balbutiements en matière d'informatique quantique. Mais une fois qu'elle deviendra généralement disponible et que quelque chose qui est évolutif ne sera pas aussi nuisible pour l'environnement qu'aujourd'hui avec l'énergie qu'elle doit consommer, elle va simplement effectuer des calculs mathématiques à une vitesse et à une échelle que nous n'avons jamais vues auparavant. Le chiffrement de vos mots de passe, de vos données, des systèmes n'est rien d'autre qu'un gros vieux problème de maths. Le chiffrement actuel face à l'informatique quantique peut déverrouiller ces problèmes mathématiques à une vitesse et à une échelle inédite, d'où le besoin de post-quantique.
du chiffrement informatique post-quantique. Alors, qui remporte la bataille en premier? Qui comprend le chiffrement informatique post-quantique pour qu'il soit prêt quand il arrive? Ou qui comprend comment briser le chiffrement et mettre l'informatique quantique entre les mains des malfaiteurs avant que cela n'arrive? Et même si le chiffrement informatique post-quantique est disponible, il peut ne pas être simple et facile à mettre en œuvre. Alors, combien de temps faudra-t-il à tout le monde pour le mettre en œuvre avant qu'il ne soit entre les mains des cybercriminels pour utiliser l'informatique quantique? C'est la course dans laquelle nous sommes engagés. Des gens intelligents et compétents travaillent sur cette question. Malheureusement, il existe des malfaiteurs intelligents qui sévissent. Sur leur... Ensemble de priorités. Et la dernière partie, nous en avons en quelque sorte parlé, touché très brièvement l'IA et comment elle peut être utilisée pour la fraude. Mais une autre pièce de technologie en dehors de l'IA, parce que l'IA n'est pas quantique, l'IA est toujours avec l'informatique binaire. Donc, elle n'est toujours pas à l'abri d'être utilisée de manière malveillante pour interpréter ou créer des avatars ou pour reproduire une voix, ce qui est maintenant commercialisé, disponible. Et vous avez tous ces systèmes comme ce mot de passe pour prouver que vous êtes en vie. Ce sont les moyens par lesquels nous surveillons les technologies émergentes et luttons contre leur utilisation malveillante. Quand vous voyez quelque chose comme Neuralink, cela doit être un énorme drapeau rouge pour vous, car maintenant vous mettez des ordinateurs dans le corps des gens. C'est donc comme un tout autre. C'est comme un tout autre, je veux dire. Si vous avez je ne sais même pas comment fonctionne Neuralink, mais je veux dire, tout ce qui est un ordinateur peut être piraté à un certain degré. C'est très effrayant. Oh, absolument. Je veux dire, nous avons parlé de stimulateurs cardiaques, par exemple. Oh. En effet, ils sont là depuis longtemps. Oui, oui. Et vous savez, ce qui est intéressant avec la technologie Neuralink, je pense à, wow, comme cette technologie peut aider les personnes qui sont paralysées. Les yeux bougent leurs membres. Cela pourrait aider les personnes elles ne peuvent pas parler, ou elles ne peuvent pas entendre, ou elles ne peuvent pas voir. Cela pourrait effectivement donner la vue aux aveugles ou, vous savez, une sorte de réalité virtuelle ou quelque chose. Et vous savez, nous en sommes encore au premier stade de cela, mais c'est pourquoi nous sommes bien en retard sur l'éthique. Nous sommes bien en retard sur la question quelles sont les éthiques autour de la technologie. Nous ne l'avons pas fait pour les réseaux sociaux, ce qui est une énorme déception pour moi, concernant les algorithmes et les propriétés addictives des algorithmes et à quel point ces propriétés addictives des algorithmes pourraient être nuisibles. On pourrait penser que nous aurions tiré nos leçons. Nous mettons des avertissements sur tout ce qui crée une dépendance dans la société. Bien sûr. Nous n'avons rien fait. Et certaines vies sont absolument ruinées et malheureusement certaines vies sont perdues parce que nous n'avons pas réussi à comprendre comment avertir les gens, comment créer une éthique et une gouvernance autour des médias sociaux, des grandes technologies et des algorithmes. Alors nous voilà, nous faisons encore progresser la technologie et nous n'avons vraiment pas beaucoup de protection et de droits pour, revenons à l'histoire de l'utilisateur humain, si vous allez mettre en œuvre cette technologie. Quelles sont les affaires et les à ne pas faire de la technologie? Que dit le corps médical international sur les limites que la technologie devrait avoir, où elle devrait être encadrée et où elle devrait s'arrêter? Allez-y. Il est intéressant de constater que nous nous concentrons sur la sécurité, mais pas sur l'éthique lors du déploiement de quelque chose. Nos emplois de sécurité seraient plus aisés à réaliser. Concentrons-nous sur l'histoire de l'utilisateur et l'éthique. Comme s'il y avait des garde-fous autour, et l'éthique peut être traduite par gouvernance, elle peut être traduite par régulation, elle pourrait être traduite par un ethos. Vous savez, ce sont nos principes directeurs. Mais parce que nous ne nous concentrons pas assez sur l'éthique, tout le monde doit compenser le manque. Donc, vous devez réfléchir. Vous savez quelles sont les conséquences. Juste parce que nous pouvons faire quelque chose, devrions-nous faire quelque chose? Et beaucoup de ces choses, à moins que vous n'ayez une gouvernance ou des lois, ou une réglementation ou une éthique, un code de déontologie, elles ne sont tout simplement pas gérées de la bonne manière.
Quelles sont les choses dans votre quotidien auxquelles vous devriez prêter attention? Votre stratégie de couvrir la phrase secrète est excellente, mais y a-t-il des appareils impliqués? Y a-t-il, vous savez, des réseaux Wi-Fi qui peuvent être piratés? Quelles sont les préoccupations, vous savez, dans la vie quotidienne de quelqu'un qui essaie simplement de vivre sa vie? Oui, la sécurité personnelle déborde sur la sécurité professionnelle, donc votre lieu de travail. Et nous constatons que lorsque les lieux de travail font un meilleur travail pour protéger les systèmes de l'entreprise, que font les fraudeurs et les cybercriminels? Ils ne disent pas soudainement « je vais être une bonne personne et faire des tartes pour mon voisin ». Ils descendent simplement la chaîne de destruction. Et donc, d'accord, je ne pouvais pas entrer ici, je ne pouvais pas entrer ici. Eh bien, je suppose que j'irai voir l'employé. Et croyez-le ou non, ils peuvent, à grande échelle, atteindre les employés chez eux. Les entreprises utilisent les emails personnels et les réseaux sociaux pour traquer les gens à grande échelle grâce à des programmes informatiques. Et ils peuvent obtenir les emails personnels des gens, les cibler de cette manière, les cibler sur LinkedIn, les plateformes de médias sociaux, le Wi-Fi domestique, les appareils domestiques. Je ne souhaite pas que les gens pensent qu'ils doivent se déconnecter et porter des chapeaux en aluminium, bien que, je veux dire, les chapeaux en papier d'aluminium sont mignons, mais il y a des choses de base que vous pouvez faire à la maison, et cela va vraiment dépendre de votre personnel. Préférence de confidentialité et sécurité. Donc, tout ce que je fais n'est pas quelque chose que tout le monde veut faire pour eux et leur famille, mais je vais donner quelques exemples simples. 1. Cachez le nom de votre Wi-Fi. Et si vous ne savez pas comment faire cela, demandez simplement à votre fournisseur de services d'Internet comment cacher le nom et créer un réseau invité. Donc, lorsque des personnes viennent vous rendre visite, vous leur donnez le login. Cela peut être un excellent moyen de verrouiller simplement les appareils Internet des objets que vous avez chez vous, de verrouiller le trafic chez vous. N'utilisez jamais quelque chose sorti de la boîte sans chercher un moyen de changer le mot de passe. C'est une autre chose de base. L'authentification à 2 facteurs, je sais que c'est maladroit. Si on vous l'offre, prenez-le, car si quelqu'un essaie de reprogrammer vos caméras de sécurité autour de votre maison et que vous avez l'authentification à 2 facteurs activée, devinez quoi? Le code vous parvient, pas à la mauvaise personne? Les appareils vous écoutent-ils? Ils vont vous dire qu'ils ne le font pas. C'est ce que je vais vous dire sur le fonctionnement de la technologie. Si la technologie contient quelque chose qui est formé pour se réveiller et vous écouter, lorsque vous donnez une commande, elle sera toujours dans un état de pensée. J'aurais peut-être entendu cette commande. Et elle va se réveiller. Que vous le sachiez ou non, elle va écouter et peut-être même enregistrer. Donc, juste pour comprendre cela, je vais vous donner un exemple parce que je veux que mes 3 enfants de la génération Z prennent des décisions conscientes sur le réseau et hors réseau. Donc, si nous avons des discussions familiales sur les vacances ou quoi que ce soit d'autre, nous nous assurons d'être dans une pièce où il n'y a pas d'appareil, pas de téléphone, pas d'appareil connecté à Internet. Nous avons une belle conversation et planifions tout. Et ensuite, nous quitterons la pièce et continuerons nos affaires. Certaines personnes pourraient dire que cela ressemble à un autre niveau de paranoïa, et je dis que ce n'est de la paranoïa que si ce n'est pas vrai. Donc un peu d'humour de nerd pour vous. Ce sont toutes différentes stratégies que vous pouvez adopter si vous voulez aller un peu plus loin. Avec cela, vous pouvez utiliser un navigateur respectueux de la vie privée comme Brave. Donc toutes vos recherches, vous pouvez les faire avec Brave, et Brave a beaucoup de fonctionnalités vraiment cool. Et intégré gratuitement, ils demandent aux gens s'ils veulent faire un don pour simplement les aider à continuer à améliorer le navigateur. Ils ont été construits dès le départ en se concentrant sur votre vie privée, alors que Google dit avoir intégré des fonctionnalités de confidentialité optionnelles. C'est la différence entre un navigateur axé sur la confidentialité et un navigateur avec des paramètres de confidentialité. Et ensuite, vous pouvez continuer à sortir de là et à construire à partir de là. Voici quelques éléments de base que je recommande à tous d'envisager. Comme on mentionné précédemment, parlons de la gestion des mots de passe. Il y a donc des outils comme LastPass. Évidemment, écrire des choses sur un bout de papier n'est probablement pas une bonne idée. Laisser un document sur votre bureau avec vos mots de passe n'est pas recommandé. Que recommandez-vous aux gens de faire? Parce que beaucoup de gens ne peuvent pas se souvenir. Je veux dire, je ne peux pas me souvenir de 30 mots de passe différents. Oui, ayez un système qui fonctionne pour vous. Certaines personnes ne souhaitent pas utiliser un gestionnaire de mots de passe. Je comprends l'utilité incroyable des coffres-forts de mots de passe. Si vous en utilisez un,
je recommande vivement de vraiment le verrouiller, pas seulement avec un mot de passe fort, mais pensez aussi à avoir une clé matérielle, comme une clé Yuba, où il faut un mot de passe fort pour accéder à votre coffre, et vous devez avoir une clé physique où vous le verrouillez et dites « Eh bien, seulement si c'est accessible sur cet ordinateur, il n'y a rien de mal. » Si vous voulez avoir comme un livre que vous n'appelez pas mot de passe, ou vous créez une sorte de code, vous ne dites pas comme c'est ma banque ABC, un identifiant et mot de passe. Mais il n'y a rien de mal à créer un système de codage pour vous-même, pour dire c'est le mot de passe que j'utilise pour cela. Une autre stratégie que certaines personnes utilisent est qu'elles réinitialisent toujours leur mot de passe à chaque fois qu'elles se connectent. Donc, chaque fois qu'elles se connectent à leur banque, elles disent « j'ai oublié mon mot de passe » et elles passent vraiment par tous les tracas pour changer leur mot de passe et se connecter. Ce sont des stratégies différentes. Vous savez, j'essaie de donner différentes sortes d'idées pour que les gens les utilisent. Vous savez, ce n'est pas une taille unique pour tous. L'essentiel est d'avoir un système qui inclut au moins un peu de réflexion. C'est le principal à retenir. Dans votre système, plus que probablement 99 personnes le font et ne font pas des choses comme printemps 2024 point d'exclamation, été 2024 point d'exclamation, ou comme si tout le monde sait que c'est vraiment difficile d'être un fan des Panthers de la NFL. En ce moment, je vais juste te dire que j'ai donc grandi, j'ai vécu un peu partout, donc je suis les Eagles et je soutiens les Eagles, mais je vis dans les Carolines et les Panthers sont mon équipe locale. Et c'est vraiment difficile d'être un fan des Panthers. Mais si vous êtes un fan des Panthers et que les gens le savent, n'utilisez pas Panthers dans votre mot de passe. Et vous seriez surpris de voir combien de personnes utilisent des mots comme Super Bowl ou Broncos Super Bowl, et les gens peuvent deviner cela. Ce n'est pas si difficile. Et de nombreux sites web permettent 3 à 5 tentatives de mots de passe avant de vous déconnecter. Et devinez ce que font les cybercriminels? Ils déterminent combien par site web. Donc, chaque jour, ils essaient un de moins que ce qui entraînera un verrouillage. Ils reviennent le lendemain et les essaient à nouveau. Maintenant, j'en suis certain car je reçois des alertes indiquant que mes anciens mots de passe ont été piratés et publiés sur le dark web. Donc, ils ont un point de départ pour travailler s'ils le souhaitent vraiment. Oui, c'est une autre chose. Vous pouvez activer une alerte si quelqu'un s'est connecté depuis un nouvel emplacement. Méfiez-vous car les cybercriminels envoient de fausses alertes et poussent les gens à cliquer sur le lien et à entrer leurs identifiants. Alors, soyez prudents à propos de ces alertes. Ne suivez jamais les liens dans les alertes. Les réseaux privés virtuels sont-ils privés? Sont-ils utiles? Eh bien, vous devez vraiment faire attention aux fournisseurs que vous choisissez. Je suis aussi un grand fan. Il y a un outil gratuit appelé Virus Total et il vérifie plus de 60 sources différentes. Il vérifie les liens et les pièces jointes à la recherche de dangers potentiels. Cela peut donc être un excellent moyen lorsque vous recevez un lien ou une pièce jointe, vous pouvez réellement le mettre gratuitement dans Virus Total. Et c'est super simple. Il le scanne et s'il trouve quelque chose de mauvais, il le marque en rouge. Excellent, vraiment excellent. Quel changement radical pensez-vous qu'il faudrait apporter à notre système éducatif pour préparer les gens aux menaces auxquelles ils vont être confrontés et auxquels leurs enfants vont être confrontés? J'admire vraiment ce que fait la Finlande. Ils ont donc un programme de citoyenneté numérique et de compétences en pensée critique de la maternelle à la terminale, puis ils diffusent des annonces de services publics pour le public destinées à tous les groupes d'âge. Et donc, ils ne disent pas aux gens, ils ne qualifient pas un point de vue de désinformation ou de mésinformation parce que cela le rend, vous savez, en Amérique, les gens disent, eh bien, c'est la liberté d'expression. J'ai le droit de dire ce que je veux. Donc, à la place, ils ne font pas cela. Ils apprennent simplement aux gens comment développer des compétences de pensée critique et ils le font à tous les âges. Puis ils leur donnent des exemples et ensuite ils laissent les gens penser par eux-mêmes. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire cela parce que sinon vous avez des gens qui disent, eh bien, vous savez qui est vérifiant les vérificateurs de faits ou les vérificateurs de faits ont un parti pris ou, et donc, si vous apprenez simplement à tout le monde les compétences de pensée critique et la citoyenneté numérique, cela fera une énorme différence.
Vous savez, la chose qui est en fait si drôle, je me suis tellement impliqué dans cette conversation que j'ai en fait oublié de mentionner la chose dont nous avons parlé, que nous allions discuter avant de presser le tribunal. Je pense donc que c'est très intéressant, c'est très opportun. Parlez-moi donc des élections et de la sécurité concernant les élections, car je sais que c'est un sujet très brûlant aux États-Unis et partout en ce moment, mais c'est toujours un sujet brûlant, surtout, je veux dire, au cours des dernières élections. Il a été soulevé encore et encore et encore et encore. Alors, quel est votre point de vue sur la sécurité et les élections et la protection des résultats et tout ça? Oui, je veux dire, toutes les élections mondiales sont toujours une sorte de zone de réflexion parce que si vous pensez à la démocratie, vous avez des dictateurs et différents types de constructions gouvernementales qui ne sont pas vraiment, ils sont menacés. Ils n'aiment pas vraiment la démocratie. Ils n'aiment pas voir les gens voter pour eux-mêmes et toutes les personnes de toutes les classes sociales voter et choisir des dirigeants. Et donc, ils veulent se faire ressembler la démocratie à un grand feu de poubelle et ensuite convaincre leurs propres citoyens que vous ne voulez pas de ça, Nous avons vraiment bien ici regardé ces gens, ils se disputent tous et disent des choses folles. Et donc, je pense que ce qui était intéressant pour moi, donc j'ai un livre manipulé, il est sorti en 2e édition. Et quand j'ai d'abord écrit le premier ensemble de recherches à sortir en 2020, je pensais vraiment que les États-nations s'immisçaient pour nous faire tous nous disputer, peut-être influencer et choisir un gagnant ou un perdant. Et j'ai appris d'autres choses que j'ai été surpris d'apprendre et qui ont été confirmées encore et encore dans mes recherches et en parlant à des experts. Et l'un d'eux était Dimitri, soit dit en passant, et le livre. Et c'était quelque chose. Bien sûr, il y a quelques agents. On cherche à nous monter les uns contre les autres. Oui, certains dirigeants d'États-nations tentent de choisir les gagnants et les perdants, voulant qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Mais j'ai aussi fait d'autres découvertes. Beaucoup des États-nations qui s'immiscent dans les élections européennes aux États-Unis. Élections, les élections d'autres personnes, ils testent en fait tout d'abord sur leurs propres citoyens. Ils s'ingèrent en réalité à l'intérieur, propageant désinformation et mésinformation à leurs citoyens pour tenter de garder le contrôle. Tout va pour le mieux dans ce pays parce que nous sommes dirigés de cette façon. Et regardez la démocratie. C'est un désastre total. Et ensuite, ils prennent les compétences qu'ils ont apprises et les algorithmes, puis ils interfèrent dans toutes les autres élections. L'autre chose que j'ai apprise, c'est qu'il existe toute une industrie artisanale de personnes qui ne sont pas associées à des États-nations et qui ne sont pas nécessairement associées à des campagnes politiques. Et ce sont ces groupes qui ont compris que pendant un cycle politique, les gens sont très actifs sur les réseaux sociaux et s'ils peuvent vous faire cliquer, partager, poster et reposter et cliquer sur le clickbait, ils gagnent des centimes à chaque clic. Et donc, ils gagnent en réalité beaucoup d'argent et pour eux, tout est question de capitalisme. Et donc, si la promotion d'une fausse narrative ou d'une narrative réfutée vous incite à cliquer sur un lien et à le partager et qu'ils gagnent des centimes à chaque clic, c'est la mort de la démocratie, mais leur portefeuille s'engraisse. C'est un peu ça. Donc, certaines de ces choses m'ont beaucoup surpris lorsque j'ai fait mes recherches. Et donc, ce que je demanderais à tout le monde de faire, parce qu'il se passe des choses merveilleuses, tant au niveau du gouvernement aux États-Unis, chaque État est responsable de sa propre infrastructure électorale. Beaucoup de travail formidable a été accompli au niveau de l'État et des États-Unis, au niveau du gouvernement pour s'assurer que les États ont les fonds et les ressources pour déployer des processus électoraux qui sont les meilleurs pour leur État, car chaque État est si différent. Du côté des médias sociaux, beaucoup de travail a été fait pour essayer de fermer les bots, fermer les comptes inauthentiques, chercher cette désinformation et cette mésinformation. La propagande, la désinformation et la mésinformation existent depuis toujours et continueront d'exister tant qu'il y aura des humains sur Terre. C'est pourquoi il est si important pour nous de nous entraider. Je dis toujours aux gens d'avoir 3 sources qu'ils vérifient. Donc, si vous avez une véritable réaction émotionnelle, positive ou négative,
il y a des chances que vous soyez dans une campagne de manipulation et qu'elle puisse contenir des vérités et des mensonges. Je prends donc toujours une source locale qui est une source d'information fiable et vérifiée, une source nationale et une source internationale. Donc, si je vois quelque chose qui me fait réagir, soit « Ah, je le savais » ou « Cela semble incroyable » ou quoi que ce soit, je vais à 3 sources différentes et je vois ce qu'elles en disent. Et si ce n'est pas présenté exactement de la même manière, il est possible que dans mon fil, il y avait une campagne de manipulation. Donc, je dis toujours aux gens d'essayer de faire cela. Aussi, si vous avez quelqu'un que vous aimez, amis, collègues, proches, et qu'ils sont victimes de campagnes de manipulation, la pire chose que vous pouvez faire est en fait de le souligner et donc vous tombez dans une campagne de désinformation. Ce n'est pas la façon de les ramener. Alors, la meilleure façon de les convaincre est de les écouter, de leur demander comment ils ont obtenu leurs informations, de leur demander si vous pouvez traiter ce qu'ils viennent de vous dire, puis vous vous éloignez et faites votre propre recherche ici, là, et dites, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à ce que vous avez dit. J'ai également fait quelques recherches et j'aimerais partager avec vous ce que j'ai trouvé. Rencontrez-les là où ils sont à ce moment-là, avec grâce et espace. D'un point de vue de la pensée critique, il n'est pas nécessaire de dire que vous êtes tombé en proie à quelque chose. Personne ne veut entendre ça. Alors allez vers eux et dites simplement « Et j'ai aussi fait des recherches et j'ai trouvé cela intéressant. Je veux juste partager avec vous ce que j'ai trouvé. » Vous ne changerez peut-être pas leur avis à ce moment-là, mais vous pouvez les ouvrir à la possibilité de creuser un peu plus et de poser plus de questions. Il semble que la réponse à beaucoup des problèmes auxquels nous sommes confrontés en matière de manipulation, de sécurité et de menaces, la réponse est simplement d'injecter la composante humaine dedans. Parce que même cette conversation que vous avez, je pense que j'ai vu cela beaucoup et j'ai eu des conversations à ce sujet pendant Coronavirus Disease 2019 quand nous sommes tous isolés et que nous sommes tous tellement en colère sur les réseaux sociaux. Il semble que lorsque vous retirez la composante humaine, les gens sont très rapides à se battre pour ce point de vue. Mais la façon dont vous traversez cela comme un processus très simple sur comment ne pas être combatif en réprimandant le point de vue de quelqu'un d'autre, mais vraiment juste faire en sorte que tout le monde soit un partisan et un défenseur de la pensée critique et traverse simplement la vie de cette manière. Quand vous traversez la vie de cette manière, cela semble être un excellent moyen d'améliorer tout le monde et d'améliorer chaque circonstance qui pourrait potentiellement être manipulée. Je suis certain de n'avoir jamais entendu parler de cela auparavant. C'est fascinant. Ceux qui utilisent la désinformation pour gagner de l'argent ne se soucient pas du résultat. C'est juste. Donc ce n'est même pas comme un État-nation qui... Ils savent juste que cette histoire particulière ou ce titre va inciter les gens à cliquer. Il ne s'agit donc pas de manipuler la façon dont les gens perçoivent la manipulation. Non, c'est presque comme... Marketing de spam poussé à l'extrême. C'est impliqué dans la manipulation. Comment les gens pensent aux élections. C'est fascinant. C'est effrayant, mais c'est fascinant. Mais cela montre simplement comment... J'apprécie votre processus de vérification et de pensée critique lorsque vous recevez de nouvelles informations. Mais encore une fois, sachez que tout le monde n'écoute pas ce podcast ou n'a pas la même approche pour vérifier les informations. Et c'est ainsi qu'il faut traverser la vie. Et c'est ainsi que vous devez peut-être aborder le conflit et comme, pas même à l'extérieur de votre propre maison. Je connais des familles qui se sont disputées à cause de désinformation et de divergences d'opinion. Et cela, surtout pendant le Coronavirus Disease 2019, c'est tellement de colère et tellement d'hostilité. Et en fait, en tant que Canadien, j'ai beaucoup remarqué cela parce que je ne pense pas que les Canadiens prennent la politique aussi sérieusement. Ils le prennent au sérieux, mais pas autant qu'ils le devraient. Ici, c'est très sérieux et cela crée un clivage très significatif, ou du moins c'est l'impression donnée. Je ne pense pas que c'est réel. Je ne pense pas que le clivage est aussi réel qu'il semble l'être sur les réseaux sociaux. Mais si vous vivez trop sur les réseaux sociaux, vous êtes poussé dans ces chambres d'écho et cela crée juste cette colère et ce clivage, ce qui est tout simplement horrible. C'est tout simplement absolument horrible. Vous avez raison. Certains disent même devoir décommander un membre de leur famille pour Thanksgiving. Et c'était d'un certain point de vue. Et je dirais, s'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est trop court que ça soit fini. Un problème, vous n'allez tout simplement pas les inviter. Dites simplement comme ça, nous n'allons pas parler de ce sujet. La vie est trop courte pour perdre sa famille à cause de la politique. Bien trop courte, oui,
Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas abordé et qui vous préoccupe dernièrement ou quelques derniers mots de sagesse que vous voulez laisser à l'audience avec vous? Vous savez, j'ai des gens qui me disent, mon Dieu, j'ai l'impression d'être laissé pour compte avec l'IA. Je n'ai pas le temps de la comprendre. Je n'ai pas le temps de la regarder. Je pourrais être remplacé par l'IA. Je suis tellement en retard et ce que je dirais, c'est que vous ne l'êtes pas. Pour commencer, l'IA devrait améliorer l'humain expérience, pas l'inverse. Et si vous avez l'impression d'être laissé pour compte, ne vous inquiétez pas. Ça change tous les jours et vous pouvez vous rattraper. Vous pouvez, vous savez, regarder de superbes podcasts. Ouais, vous pouvez vous y essayer si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé. Mais comme toute transformation technologique qui se présente, il y a une part de légitimité, comme cette peur de manquer quelque chose, mais aussi la peur d'être remplacé. Et ce que je dirais, c'est, vous savez, le pouvoir de changer, surtout les emplois de col blanc, est définitivement là avec l'IA d'aujourd'hui, mais c'est incroyablement coûteux à mettre en œuvre. C'est difficile à mettre en œuvre. Et ce que je dirais, c'est que il y a une essence des humains qui est uniquement la nôtre. Et ce sont les humains qui ont créé les ordinateurs et la technologie. Et même si nous pourrions avoir des robots, des humanoïdes et des choses comme ça à l'avenir, l'essence de l'humain est quelque chose qui est divinement créé et qui nous est donné. Et cela ne sera jamais reproduit. Sachez donc que vous êtes unique et laissez briller votre essence en tant qu'être humain. Et juste un rappel que la technologie a été créée par les humains pour servir les humains et pour faciliter nos tâches et fonctions. Et ne laissez pas la peur, l'incertitude et le doute qui existent vous dire quoi que ce soit. Le contraire. J'adore ça. Où peut-on lire davantage de vos travaux, se connecter avec vous, en savoir plus sur vos recherches approfondies, sites web, réseaux sociaux, etc. Je suis sûre. Donc, pour toute personne sur le front professionnel, LinkedIn, mon entreprise publie beaucoup de choses intéressantes. Ce n'est pas tout pour moi. J'ai la chance de travailler tous les jours avec des gens vraiment intelligents. Il y a de superbes contenus publiés sur LinkedIn par les comptes de Wireless Solutions. Et ensuite, j'ai un compte personnel là-bas où je poste des choses. Je suis sur X depuis 2009, donc je l'ai vu dans toutes ces itérations, mais c'est un endroit formidable pour poster des choses, lire des choses, voir des choses. Nous avons un compte d'entreprise sur Instagram pour les gens qui sont genre « Ouais, X et LinkedIn ne sont pas mon truc ». Donc, vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram. Et ouais, ce sont de super endroits pour nous contacter et trouver des choses. Et certainement, si quelqu'un a l'occasion de lire Manipulated, j'aimerais connaître vos pensées à ce sujet pendant que vous le lisez. Et il est possible que cela ne vous convienne pas. Vous pourriez lire ceci et le partager avec une personne qui compte pour vous. J'adore ça, Sus. Je vais récupérer tous les liens pour qu'on puisse les mettre. Nous le mettrons dans les notes de l'émission ci-dessous. La dernière chose que j'aime demander est évidemment que vous avez eu une carrière avec de nombreuses saisons. Vous avez d'abord travaillé dans l'industrie privée, le service public et en tant qu'entrepreneur, couvrant ainsi de nombreux domaines. Si vous pouviez retourner en arrière et dire une chose à votre moi de 20 ans, que serait-ce? Désolé, mon alarme s'est déclenchée. Il faudra donc supprimer ça. Non, tu es bon. Prenez des risques. Oui, ce serait prendre plus de risques. Prenez plus de risques. J'adore ça. Vous avez agi ainsi durant toute votre carrière. Vous l'avez fait avec votre propre carrière. Vous l'avez fait en vous plongeant dans ce qui est en quelque sorte le summum de la sécurité et de la technologie. Je tiens simplement à vous remercier pour tout le travail que vous avez consacré à la protection des gens, à leur sécurité, à l'éducation et à la recherche. En définitive, votre travail vise à rendre le monde plus sûr pour tous. Alors merci. Merci. Oui, c'est un honneur de pouvoir utiliser les dons que j'ai reçus et toutes ces merveilleuses opportunités qui m'ont trouvé pour les mettre à profit, pour aider les autres à être en sécurité.